C'était la météo sur France 3, avec la station Les Contamines Montjoie. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20, l'information régionale et nationale jusqu'à 20h. Dans les Alpes, les pompiers de Haute-Savoie tirent la sonnette d'alarme et lancent une campagne de communication pour que cessent les appels de trop. Leurs lignes sont saturées par des urgences qui n'en sont pas et qui compliquent leurs services et leurs interventions. ST Microélectronique bat de l'aile et annonce un plan de restructuration qui pourrait toucher les sites isérois de Grenoble et Crolles. Plan de départ volontaire, redéploiement des salariés, plusieurs centaines d'emplois sont sur la sellette. Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère, répondra à nos questions. Et puis nous nous inclinerons devant la longévité d'une Savoyarde originaire d'Apremont. Elle a connu les deux grandes guerres et l'avènement du numérique. Anne Brachet vient de fêter son 106e anniversaire. Carole Gessler vous présentera l'édition nationale à 19h30 avec deux grands titres. La passation de pouvoir au ministère de la Justice entre Christiane Taubira et Jean-Jacques Urvoas. Depuis plusieurs semaines, la situation était intenable pour la garde des Sceaux en désaccord sur la déchéance de nationalité. Manuel Valls a présenté aujourd'hui une version remaniée de son projet sans référence aux binationaux. Et puis l'année 2015 se termine sur une hausse du chômage, plus 0,4% en décembre. Il y a eu 15 800 demandeurs d'emploi supplémentaires. Les seniors restent les plus vulnérables, les jeunes s'en sortent mieux. Le ras-le-bol des pompiers de Haute-Savoie, submergés par des appels pour des interventions bénignes ou anecdotiques qui leur fait perdre du temps. Ils ont lancé une campagne d'information auprès des citoyens pour les sensibiliser aux véritables urgences afin qu'ils ne saturent pas les centres d'appel. Florine Heba, Serge Vorette. Les pompiers d'Haute-Savoie, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je vous appelle parce que je suis sortie de mon appartement pour descendre les poubelles et la porte est claquée, j'avais pas les clés. Est-ce qu'il est possible d'envoyer quelqu'un pour m'ouvrir ? Être bloqué dehors ou dans un ascenseur ou même détruire un nid de guêpe, voici quelques exemples d'appels considérés comme abusifs s'il n'y a pas d'urgence vitale. Sur cette plateforme qui centralise le 18, le 15, le 115 et le 112, le problème est récurrent, même si ce type d'appel n'est pas forcément malveillant. Il s'agit des appels qui n'ont aucun caractère d'urgence, tels que des renseignements parce qu'il neige et les gens veulent savoir l'état des routes, pour nous signaler un chien qui a été malheureusement renversé, mais qui est sur le bas-côté, sur le fossé, et qui n'est pas du tout du ressort des sapeurs-pompiers. C'est pour nous demander quand le courant reviendra, parce qu'il y a une coupure de courant. Vous voyez, c'est vraiment ce genre d'appel qui n'a rien du tout avec les notions d'urgence et qui pollue. Le phénomène se développe de manière inquiétante. Ici, ces appels constituent 30% des sollicitations pour les pompiers et environ 5% pour le SAMU. Quand c'est un appel grave et urgent, bien sûr que les secondes sont comptées. Et donc plus on peut décrocher tôt, plus tôt on peut donner une réponse adaptée, adéquate et envoyer des équipes pour aller soigner les gens. Et quand on est un petit peu noyé dans des appels qui en fait ne nous concernent pas. D'accord. Vous m'avez dit qu'il y a eu un vomissement cette nuit, c'était un vomissement alimentaire ? Un objectif face à ces comportements, sensibiliser et responsabiliser la population en diffusant ces autocollants dès le printemps prochain afin d'éviter toute dérive. Et vous le savez, chaque jour, nous allons voir ce qui se passe dans les autres pays de la région Auvergne-Rhône-Alpes, la grande région. Direction le Puy-en-Velay ce soir, où plus d'une centaine d'agriculteurs se sont rassemblés devant la préfecture de Haute-Loire pour dénoncer des prix du lait beaucoup trop bas. Ils en appellent à l'Europe pour rétablir la régulation des marchés agricoles et pour garantir des prix aux producteurs. D'autres producteurs, eux, ont fait le choix de ne pas coopérer avec les grands groupes laitiers qui dictent leurs lois et de favoriser la filière courte et locale. C'est le cas dans le Trièvre, où des agriculteurs et des transformateurs s'en sortent plutôt bien. Vous allez le voir avec ce reportage à Clel, reportage de Cédric Lepoitvin et Franck Serroni. Pour la fabrication de ses yaourts, fromages et faisselles, Philippe Giraud a choisi du lait 100% local. Du lait de chèvre, de brebis, de vaches conventionnelles ou bio. En tout, 500 000 litres transitent par cette laiterie chaque année. Pour comparaison, un grand groupe laitier gère 2 millions de litres par jour. Les grands groupes ils fabriquent des produits qui sont beaucoup plus constants, beaucoup plus peut-être demandés par les consommateurs. Mais aujourd'hui, on a quand même un marché pour les produits locaux. Surtout dans la région qui est relativement riche et qui nous permet donc de développer ces produits. Et on a une attente des consommateurs
À quelques kilomètres de là, ce producteur a fait le choix du bio en 2000. Chaque année, il produit 400 000 litres de lait qui sont ensuite injectés dans la filière courte. Un pari plutôt pertinent selon lui. C'est vrai qu'aujourd'hui, par rapport à la crise que connaît la production laitière conventionnelle, on arrive à être relativement protégé par rapport à ça. On a un prix du lait qui est beaucoup plus stable. La consommation de lait biologique progresse régulièrement. En plus, le fait d'être dans un groupement de producteurs comme Biolait, on a la maîtrise de cet outil et on assume notre destin plutôt que de subir, quoi. Son lait bio est ainsi racheté un tiers plus cher que le cours du marché actuel. Il est ensuite valorisé comme dans la laiterie voisine. Le lait de montagne aussi est plus compliqué à travailler. On travaille dans la pente, on travaille avec une météo qui est différente. Les prairies sont quand même moins abondantes que ce qu'on peut trouver dans la plaine. Donc tout ça, il faut le valoriser. De cette manière, Christian, le producteur, parvient à se dégager une rémunération correcte. Il contribue aussi au développement d'une petite économie locale plutôt stable et bien rodée dans le Trièves. Nouvelle hausse du nombre de demandeurs d'emploi sur le mois de décembre dernier. En Isère, elle est de 1%, plus 1% donc, plus 0,4% en Savoie. Et en Haute-Savoie, l'augmentation atteint 1,3% pour les chômeurs donc de catégorie A, B et C. Et c'est justement aujourd'hui que ST Microélectronique annonce la suppression de 1400 emplois dans le monde, dont 430 en France d'ici 2018. La direction justifie cette décision par les pertes enregistrées dans l'activité des décodeurs, les fameuses boxes d'accès à Internet. Au total, le site isérois de Grenoble, qui emploie quelques 2000 personnes, pourrait perdre 600 postes selon les représentants syndicaux. Xavier Schmitt, Didier Alban. Le site de ST Microelectronics à Grenoble, il emploie quelques 2000 personnes, en majorité des ingénieurs concepteurs. Beaucoup sont concernés par l'arrêt de l'activité dédiée aux décodeurs numériques pour la télévision et Internet. Inquiétude et amertume. C'est une activité qui occupe beaucoup d'ingénieurs avec beaucoup de compétences qui ont été accumulées sur des années, sur plus de 10 ans en fait. Et on sait très clairement qu'il y a des choix qui ont été faits par notre top management qui ont conduit à des situations de perte financière. Et donc aujourd'hui, ce qu'on pense effectivement, c'est un abandon, c'est une solution de facilité. Le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, implanté également à Crolles, invoque le déficit chronique de l'activité pour justifier son abandon et une restructuration. 1400 emplois supprimés dans le monde, dont 430 en France d'ici à 2018. En outre, 600 autres postes seront redéployés en interne. De toute façon, l'activité est en déclin. Dans cette stratégie-là, il faut absolument changer de stratégie. Nous avons pression auprès des politiques, mais nous ferons agir aussi les salariés pour que ça change, parce que sinon, on va aller un jour ou l'autre sur une fin d'activité. Selon les représentants du personnel, le site de Grenoble serait le plus touché par la restructuration. 300 postes supprimés par des départs volontaires et 300 autres par des transferts dans d'autres sites du groupe. Au total, près d'un tiers des effectifs. Voilà, une restructuration qui fait couler de l'encre dans le département. Nous accueillons Jean-Pierre Barbier, président du conseil départemental de l'Isère. Bonsoir. Bonsoir. Alors Christophe Ferrari, le président PS de l'agglomération de Grenoble, parle d'un séisme dans l'écosystème grenoblois. Les écologistes du conseil régional dénoncent une absence dramatique de stratégie industrielle pour nos territoires. Et vous, que dites-vous ? Moi, je dis simplement qu'on est face à une adaptation d'un groupe, face à une évolution technologique. Et je crois qu'il faut se garder d'employer des termes trop violent. Aujourd'hui, ce groupe, bien au contraire, a une stratégie, celle d'abandonner une branche non productive de revenus pour redéployer ses activités sur les trois axes. Trois axes qui sont en plein développement, l'automobile, le digital et les capteurs. Donc je crois qu'il n'y a pas aujourd'hui d'inquiétude à avoir pour ce qui concerne le développement de l'ensemble du site ST sur l'agglomération grenobloise. Vous avez eu vous-même aujourd'hui les dirigeants du site de Crolles ou de Grenoble au téléphone pour voir avec eux de quoi il s'agissait exactement. Vous les avez au téléphone ? Et je crois que sur les chiffres, il faut quand même voir de quoi il s'agit. C'est 450 postes au niveau de la France sur 3 ans, c'est-à-dire 150 postes au niveau national sur 22 000 emplois. Et ce sont des départs volontaires. Sur Grenoble, on aura 600 redéploiements dans les 3 axes et sur les 3 filières que j'ai évoquées.
Donc si vous voulez, je comprends l'inquiétude. Bien évidemment, quand il y a ce genre de réorientation des politiques des groupes, il peut y avoir des inquiétudes, mais je crois que notre rôle, ce n'est pas d'ajouter de l'inquiétude sur l'inquiétude, c'est au contraire d'essayer de rassurer et d'accompagner le groupe dans sa restructuration. Et à côté de ça, vous participez au financement de l'installation de ST et d'autres entreprises. Il y a des subventions, beaucoup de subventions. Oui. L'État est actionnaire. Alors, comment pouvez-vous accepter ce risque potentiel qui existe toujours? Écoutez, on donne de l'argent. Quels sont les retours que vous avez, vous, département, dans l'investissement, les investissements que vous faites avec ST? Aujourd'hui, au global, depuis 10 ans, on a à peu près, l'ensemble des collectivités et l'État ont à peu près donné 1 milliard d'euros. Bien sûr, ça peut paraître énorme. Le département, en 2016, donnera 28 millions. Mais par contre, le retour sur investissement est de 700 millions d'euros par an pour les collectivités et pour l'ensemble de ceux qui participent. Donc vous voyez, c'est un investissement public, mais il y a un retour financier. Et puis je ne parle pas bien évidemment du retour pour l'emploi et du travail donné aux salariés. Alors dernière question, globalement pour favoriser la venue d'entreprises dans le département de l'Isère, quelle est votre stratégie ? La stratégie, je crois, sur la métropole grenobloise, c'est d'améliorer l'accessibilité. On le dit, on le répète, on va faire les rendez-vous de la mobilité le 4 février au département. Moi, je crois qu'il faut absolument qu'on arrive à régler la question du rondeau et de l'A480, que les entreprises se réintéressent à nouveau à la métropole, parce qu'aujourd'hui, effectivement, pour ces raisons, on a une fuite des entreprises. Et merci à vous, Jean-Pierre Barbier, d'avoir répondu à nos questions. Merci. L'histoire d'un gouffre financier qui se creuse au fil des ans, celui du Stade des Alpes de Grenoble. Exploité depuis 3 ans par un opérateur privé, l'enceinte actuelle accueille davantage de manifestations qu'au départ, mais son équilibre financier repose toujours sur les subventions publiques. Dossier signé Aurélie Massé, Yves Mariglot et Jean-Pierre Rivet. Déjà 8 ans qu'il a ouvert ses portes. Plus de matchs, quelques gros événements. Au fil du temps, le Stade des Alpes s'est un peu réveillé. Mais dans l'esprit de nombreux Grenoblois, il reste le symbole d'un gaspillage d'argent public. Ça m'évoque un stade qui n'est pas beaucoup utilisé en ce moment. Ça m'évoque une grosse dépense. Il semblerait qu'ils fassent des cours de Zumba dedans maintenant, donc apparemment il faut trouver un moyen de le rentabiliser. De 2008 à 2011, le Stade des Alpes, c'était 1 850 000 € de charges par an pour la métropole qui le gérait en direct. En 2012, l'arrivée d'un opérateur privé devait permettre de réduire l'ardoise. On attendait beaucoup de cette délégation de service public. D'entrée de jeu, quels que soient les résultats, quel que soit l'avenir de cette DSP, nous allons moins dépenser pour la vie de ce stade que nous en dépensons à l'heure actuelle. Contrat non tenu. La première puis la deuxième année d'exploitation, la métro a versé 1 900 000 € de subventions à l'exploitant. En 2014, ce fut ensuite 1 400 000 €, aide reconduite l'année suivante. Un léger mieux, certes, mais avec l'arrivée d'un club professionnel au stade, la facture n'aurait pas dû excéder 650 000 €. Il y a dans le contrat initial la subvention de fonctionnement et après vous avez la subvention pour absence de club résident. Dans la mesure où vous avez aujourd'hui un club résident, le FCG, cette subvention contractuelle dans la DSP de 2012, elle ne peut plus être payée. Il y a un club résident. Mais le modèle économique du stade ne permet pas de subvenir à tout le coût de fonctionnement du stade si on ne paie pas une partie de cette perte comme une subvention supplémentaire. En clair, même avec un club de top 14, l'exploitant ne s'en sort pas. Et les quelques commerces et autres activités du stade ne génèrent pas assez de recettes pour se passer des subventions publiques. Pour cet économiste, c'est le modèle qui n'est pas bon. En France, on est toujours dans le ni-ni, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans le pur public ou le pur privé, on n'assume pas véritablement ses choix. Alors là, on a construit le stade, donc c'est la puissance publique qui a construit ce stade et qui s'est endettée. Et en même temps, on fait exploiter le stade par une structure privée. Et comme on sait que cette exploitation n'est pas véritablement rentable, on met un petit peu d'argent dans la caisse de la DSP pour attirer quand même des privés pour venir exploiter ce stade. Drôle de système. Le Stade des Alpes coûte donc encore très cher aux contribuables. Une situation qui amène ces détracteurs de toujours, proches de l'actuelle municipalité, à envisager une autre voie. On s'interroge sur est-ce qu'il faut reprendre ça en gestion publique. Le stade n'a pas été fait pour ces activités extérieures, il a été fait uniquement pour du football. Autre option, qu'une société réunissant le FCG et le GF38 sur la voie de la remontée exploite le stade. L'idée est évoquée côté rugby.
Sa force, des clubs qui, à la différence des collectivités, connaissent le business des stades. Voilà, dossier complet sur le Stade des Alpes et celui de l'OL à Lyon. À voir ce soir dans Enquête de région à 23h25. Présentation Pauline Allo. En Isère, toujours, un distributeur bancaire de Morestel attaqué à l'explosif la nuit dernière. Le tout pour un butin dérisoire, voire nul. À lire sur notre site alpes.france3.fr. Et puis, autre polémique, celle que soulève le projet de parking payant sur les gares de Moirans et de Rives, toujours en Isère. Plusieurs associations d'usagers ont fait une pétition contre ce projet qui vient d'être voté par la communauté de communes du Pays Voironnais. Reportage Nathalie Rapuc et Dominique Semet. Prochainement, ces places de parking seront payantes. Une centaine de voyageurs se garent ici chaque jour pour prendre le train direction Grenoble. Pour les Rivois, cette nouvelle mesure n'a pas de sens. Une pétition contre ce projet de parking payant est déjà en cours. Oui, je vais signer la pétition, bien sûr, puisqu'on arrive à des aberrations de coûts. Oui, finalement, il sera bien plus intéressant de prendre son véhicule personnel plutôt que d'utiliser les transports en commun. Directement concernés, ce ne sont pas les communes de Rives et Moirans qui ont eu le dernier mot dans ce choix, mais l'agglomération du Pays Voironnais. Une décision qui inquiète le maire de Rives. Si les usagers ne veulent pas utiliser ces places, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ceux qui vont vouloir prendre le train, eh bien, ils vont en quelque sorte essayer de stationner dans toutes les places de parking gratuites à proximité. Donc, ils vont aller utiliser les places des supermarchés, des commerçants, etc. Et cette mesure-là risque de générer sur le plan local eh bien, toute une série de conflits que le Pays Voironnais, bien évidemment, ne viendra pas traiter. Sur la commune de Moirans, une centaine de places vont être complétées par un nouveau parking d'ici 2017. Une structure que le Pays Voironnais ne veut pas être seul à prendre en charge. Quand on dit c'est à la région de payer, au département de payer, c'est au Pays Voironnais de payer, derrière ces entités-là, il y a contribuable. Et c'est toujours le même contribuable. Voilà. Bon, donc il faut voir aujourd'hui comment l'usager peut aussi apporter sa contribution. Le projet ne concerne que les parkings des gares de Moirans et de Rives. Les tarifs seront définis en concertation avec les associations d'usagers dans les mois qui viennent. Et dans la série des nouvelles dont on se passerait bien, la hausse des tarifs des péages autoroutiers annoncée pour le 1er février qui arrive, plus 1,12 en moyenne en France. Et pour les autoroutes qui nous concernent, vous voyez les chiffres, ils sont parmi les plus élevés. La page sport avec une nouvelle victoire de Phil Lowe en Coupe du Monde de Télémark. C'était aujourd'hui à La Plagne, en Savoie. Après l'épreuve de ski sprint parallèle hier, le skieur de Méribel a donc remporté la classique sprint. Autant dire qu'il est déjà fin prêt pour les mondiaux, les championnats du monde qui se dérouleront à La Plagne en 2017. Et bravo! Hockey sur glace avec le derby des Alpes qui a tourné court pour les Pingouins de Morzine, littéralement plumés par les Brûleurs de Loups de Grenoble hier soir. Privés de leur coach, remerciés quelques heures avant le match, les Morzinois, bons derniers de la Ligue Magnus, ont été balayés sans la moindre résistance. Maxence Regnault, Maxime Kemener. Les matchs faciles n'existent pas, et ça les Grenoblois vont s'en rendre compte. Morzine, lanterne rouge et sans coach depuis la veille, va faire une entame tonitruante. Pressant et solidaire, Léo Savoyard ouvre le score après seulement 3 minutes sur une erreur de jeunesse du jeune gardien Corentin Noré, sorti de sa cage. À ce moment-là, on pense que l'électrochoc attendu a peut-être eu lieu, mais quand rien ne va, rien ne va. À 5 minutes de la fin du premier tiers, Morzine perd son meilleur buteur Edgar Romjakov, commotion cérébrale et début de la fin pour les Pingouins. Le coup des playoffs, des play-downs, pour nous, ça avait peu d'importance. On voulait surtout s'atteler au process, en fait, à la façon de faire. Et ça a été là pendant 15 minutes, mais c'est tout. Et un match, c'est 60 minutes. Devant pendant l'intégralité du premier tiers, Morzine va sans réelle explication s'effondrer. En un peu plus de 20 minutes, Chouinard et Bouchard notamment vont mettre sur orbite des Brûleurs de Loups, enfin conquérants. À la fin du deuxième acte, Grenoble mène largement, 5-1. On a poussé à 4 lignes, on a mis beaucoup de palais derrière leurs défenseurs, on a mis de la pression. Puis écoute, on savait qu'un moment de l'autre, ça va commencer à payer. Puis écoute, en faisant les petites choses bien, en jouant notre hockey à nous, enfin, on a marqué le but qu'il fallait.
La suite, c'est un match maîtrisé facilement par Grenoble. Les quelques velléités offensives des Pingouins sont arrêtées par Corentin Noré, encore impeccable. De quoi donner de l'espoir à un mois des playoffs. On sait que dans une saison, il y a des hauts, des bas, donc l'important c'est que quand on est haut, de rester haut et de faire attention à ne pas se laisser emporter vers la facilité. Le prochain match à prendre au sérieux, c'est vendredi avec la réception d'Angers. Pour Morzine, un nouveau coach devrait arriver, mais il faudra faire vite, car dans un mois, commence déjà la poule décisive pour le maintien. Gros plan maintenant sur un championnat scolaire de jeux d'échecs qui a réuni plus d'une centaine d'enfants à Saint-Égrève en Isère aujourd'hui. Un jeu de stratégie excellent pour le mental et de plus en plus souvent utilisé pour ses vertus dans les écoles. Marie Michelier, Vincent Abran. Silence, ici on travaille. Sa concentration, son anticipation, sa rapidité aussi, mais pas seulement. Ce qui m'intéresse le plus, c'est la stratégie. Ça fait travailler le cerveau. C'est bien, quoi. Si tu réfléchis pas, que tu fais tout d'un coup, après l'autre il peut regarder attentivement, puis il peut prendre les pièces quand tu as fait n'importe quoi. Comme Tim ou Stanislas, ils sont plus d'une centaine à s'affronter pour ce championnat scolaire organisé à Saint-Égrève. Primaires, collégiens et lycéens, tous mordus de jeux d'échecs, stratégiques, tactiques, mais pas exclusivement réservés aux cadors des mathématiques. Ça permet aussi à certains de se découvrir un peu une vocation. On a souvent des élèves qui n'avaient pas spécialement de bons résultats, en mathématiques notamment ou dans les autres matières, et qui utilisent le jeu d'échecs pour un petit peu prendre leur revanche sur les autres élèves. Car c'est souvent à l'école que les enfants manipulent pour la première fois un roi, une tour, un fou ou un cavalier. Une découverte, un bon moyen aussi de ramener de la concentration en classe, c'est le pari fait dans l'école de Florence. Des échecs pendant 2 mois dans le menu scolaire, du CP jusqu'au CM2. Ça a porté ses fruits. Nos collègues qui étaient sur les grandes classes ont dit qu'il y avait de plus en plus d'enfants qui étaient de plus en plus concentrés. Ça a été utile en classe et en dehors de la classe. Là, on les voit, ils sont pas forcément dans la même classe, mais ils se connaissent maintenant, ils font des activités ensemble. Un vrai petit combat mené en 5 rondes, 15 minutes par joueur pour placer ses meilleurs coups et mater son adversaire. Tenter aussi pour les plus compétiteurs de décrocher sa qualification pour la prochaine étape, le championnat académique. Et pour la première fois depuis des années, l'espérance de vie, vous le savez, a légèrement diminué en France en 2015. Paradoxalement, les centenaires sont de plus en plus nombreux et parfois encore en grande forme. C'est le cas d'Anna Brachet, une Savoyarde originaire d'Apremont qui a soufflé hier 106 bougies. Damien Borelli, Franck Serroni. Ah, j'aime bien la compagnie, oui, j'aime bien. J'en ai toujours, c'est rare. Le jour où je suis toute seule. Bon anniversaire. Tchin à tout le monde. Et 106 ans, alors qu'est-ce que ça fait, Anna, aujourd'hui? Eh bien, ça fait qu'il y en a marre, j'en voudrais la moitié moins. C'est un peu lourd à porter? Eh bien, c'est lourd, c'est long. Je voudrais aller voir un peu ailleurs ce qui se passe. La première fois que nous avions rencontré Anna au printemps 2011, elle vivait encore dans sa petite maison au milieu des vignes, sur les hauteurs d'Apremont. Il y a un peu plus d'1 an, diminuée physiquement, elle a opté pour la maison de retraite toute proche, aux Marches. Toujours aussi alerte dans sa tête, Anna nous a confié d'emblée la devise que lui répétait sa grand-mère en patois savoyard. Tant qu'on pousse panneau d'Harry, faut pas se plaindre. Elle avait raison, hein. Traduction, tant qu'on peut se torcher le derrière soi-même, faut pas se plaindre. Et Anna n'est pas du genre à s'épancher. Toujours curieuse à 106 ans, passionnée par la marche du monde, elle ne rate jamais les infos. Oui, j'aime bien écouter. Les infos? Tout. Ce qui est bien, ce qui est mal. Malheureusement, il y en a plus de mal que de bien. Mais tout m'intéresse, tout. Toute cette jeunesse qui n'a pas de boulot, qui est déboussolée, voilà, tout ce qui se passe, toutes ces horreurs, tout ça. Depuis qu'Anna s'est installée au foyer Notre-Dame, le directeur a instauré le rituel du 26 janvier, la valse anniversaire. Et Anna ne se fait jamais prier. Je dansais tous les dimanches.
Vous savez, à Promont, il y a 4 petits bistrots. Et chaque petit bistrot avait son piano automatique. Alors, il fallait tourner la manivelle. Il y avait une pancarte, il y avait la valse, le tango, la polka. Il fallait mettre 2 sous en bronze. Et puis on dansait. Merci beaucoup. Aujourd'hui, Anna se désole non sans humour de devoir attendre 107 ans pour connaître le prochain président de la République. La mort, en revanche, ne l'effraie pas. Mon souci, si on peut dire, c'est de savoir comment je vais finir mes jours. Vous savez, je voudrais m'endormir et puis plus me réveiller. Un siècle de sagesse. Je vous rappelle, le premier titre développé dans cette édition des Alpes, ST Microélectronique annonce un plan de restructuration qui pourrait toucher les sites de Grenoble et Crolles. Plan de départ volontaire, redéploiement de salariés, plusieurs centaines d'emplois sont concernés dans le département de l'Isère. À suivre les prévisions météo, l'édition nationale, 23h25. N'oubliez pas, enquête de région spéciale Stade.